La première erreur que nous commettons en imaginant un navire de l'ère des colonisations est de le penser comme quelque chose de romantique, presque poétique, mais la réalité était brutale. Ces navires n'étaient pas des palais flottants, mais des prisons de bois infestées de pestilence, de bruit et de désespoir. Avec à peine assez d'espace pour étirer son corps, les marins s'entassaient comme des animaux dans les cales, partageant l'air vicié avec des barils pourris, des cordages mouillés et des rats aussi gros que des chats. Il n'y avait pas de toilette, pas de douche, pas d'intimité. La puanteur était insupportable. Chaque jour était un enfer enfermé dans du bois. Ils dormaient sur des planches humides, glissantes à cause de l'eau salée qui s'infiltrait constamment. Les couvertures, s'il y en avait, étaient trempées et les vêtements collaient au corps comme une seconde peau crasseuse. Le son des vagues se mêlait aux gémissements des malades, aux ronflements des épuisés et aux prières des désespérés. Certains marins partageaient leur espace avec des compagnons déjà morts, qui n'avaient pas encore été jetés à la mer. Le sommeil était constamment interrompu par les secousses du navire, par les ordres des officiers ou par les hallucinations causées par l'épuisement extrême. La nourriture n'était pas un soulagement, mais un autre tourment. Le pain dur devenait pierre en quelques jours et se couvrait bientôt de moisissures ou d'asticots. L'eau douce stockée dans des barils fermentait au soleil, se transformant en une soupe pestilentielle qui provoquait vomissements et diarrhée. La viande salée était si dure et si salée qu'elle usait les dents. Beaucoup préféraient mâcher du cuir ou des chiffons imbibés de vinaigre. Manger était une roulette russe. On ne savait jamais si ce que l'on portait à sa bouche allait nourrir ou tuer. Et puis le corps commençait à céder. D'abord venait la fatigue constante, une lassitude que même des heures de sommeil ne soulageaient pas. Ensuite, les jambes enflaient, les blessures ne se refermaient pas et la peau commençait à changer de couleur. Les plus jeunes vieillissaient en quelques semaines. Les doigts s'engourdissaient, les muscles faisaient mal, comme s'ils étaient arrachés de l'os. Et pourtant, ils ne pouvaient pas s'arrêter, car l'océan n'attend pas et le capitaine ne pardonne pas. Pour ces hommes, survivre n'était pas vivre, c'était résister au châtiment d'un monde qui semblait vouloir les engloutir. Le plus grand ennemi d'un marin n'était ni la mer, ni les tempêtes, c'était le scorbut, une maladie silencieuse et traîtresse qui attaquait de l'intérieur et détruisait le corps petit à petit. À cette époque, personne ne savait que la cause était le manque de vitamine C. Simplement, les marins commençaient à remarquer que leurs gencives saignaient en se brossant les dents, s'ils en avaient encore, que leurs muscles leur faisaient mal sans raison, et que de petites blessures se transformaient en plaies impossibles à fermer. Au fil des jours, le corps devenait fragile comme du papier. La peau se fissurait, les os étaient douloureux, comme s'ils se brisaient de l'intérieur, et les dents commençaient à tomber une à une, comme si le corps se rendait lentement. Les effets étaient horribles. Les gencives s'enflammaient jusqu'à recouvrir complètement les dents d'une couleur noire ou pourpre, et au toucher, un sang épais et malodorant en jaillissait. La laine était fétide, un mélange de chair pourrie et de métal rouillé. Les jambes enflaient tellement qu'elles semblaient sur le point d'éclater, et des ecchymoses apparaissaient spontanément, sans aucun coup. De nombreux marins souffraient d'hémorragies internes qui les affaiblissaient à leur insu. La peau devenait jaune ou verdâtre, pleine de taches, et dans certains cas, elle commençait à se détacher en fines couches comme du vieux papier. Le scorbut ne tuait pas seulement, il humiliait, défigurait et brisait l'homme avant de l'emporter. Ce qu'il y avait de plus effrayant avec le scorbut, c'est qu'il ne faisait pas mal comme une blessure. Il n'y avait pas de cri soudain, ni de coupure visible. C'était une douleur constante, sourde, comme si quelque chose à l'intérieur du corps s'oxydait peu à peu. Certains hommes s'effondraient simplement en travaillant, le regard vide et les bras flasques comme des poupées de chiffon.
D'autres commençaient à délirer, confondant le mât avec un palmier ou croyant voir la terre à chaque vague. Leurs compagnons savaient ce qui allait suivre. Forte fièvre, vomissement de sang et la mort en quelques jours. Mais le pire était de voir le visage du malade se transformer. Le désespoir prenait forme dans les yeux, comme si l'âme elle-même savait que la fin était proche. Il n'y avait pas de remède, seulement la résignation. Certains officiers tentèrent de le combattre avec du vinaigre, du vin ou même des prières. Mais tous savaient qu'une fois le scorbut installé, ce n'était qu'une question de temps. Dans les pires moments, jusqu'à un tiers de l'équipage pouvait être alité, gémissant dans l'obscurité de la cale, couvert de chiffons mouillés et d'urine. Souvent, les malades étaient traînés jusqu'au bastingage et jetés à la mer avant même de mourir, par peur que leur corps n'infecte les autres. C'était une forme cruelle de nettoyage, mais au milieu de l'océan, la pitié était un luxe que personne ne pouvait s'offrir. Si le corps d'un marin se décomposait lentement avec le scorbut et les infections, son esprit ne connaissait pas un meilleur sort. Passer des mois, voire des années, confiné sur un navire en bois, entouré d'une océan sans fin, sans terre en vue et sans contact humain réel en dehors de l'équipage, était une épreuve qui brisait même les esprits les plus forts. La routine était implacable, les mêmes sons, les mêmes visages, les mêmes ordres criés par les officiers, jour après jour. Le temps semblait se dissoudre dans un brouillard épais. Beaucoup perdent la notion des jours. D'autres parlaient à des objets, convaincus que l'encre les écoutait ou que le mât avait une âme. La mer, loin d'être un horizon de possibilités, devenait une prison sans mur. La solitude était totale. Même entouré de dizaines d'hommes, le marin était seul avec ses pensées. Il n'y avait pas de lettres, pas de nouvelles du monde, pas de certitude. Personne ne savait s'il reverrait sa famille, si sa ville existait encore, si le navire atteindrait sa destination ou si le voyage se terminerait au fond de la mer. Cette incertitude pesait comme une pierre sur la poitrine. Les conversations devenaient répétitives, vides, jusqu'à ce que le silence s'impose. Les marins passaient des heures à regarder le vide, perdus dans des pensées qui devenaient parfois sombres. Il était courant que certains se mettent à murmurer des choses sans sens ou à se réveiller en hurlant au milieu de la nuit, terrifiés par des rêves où la mer les dévorait vivants. La folie arrivait à différents niveaux. Dans sa forme la plus subtile, elle se manifestait par de l'anxiété, de l'insomnie, une profonde tristesse. Mais dans sa forme la plus brutale, elle transformait le marin en une menace pour lui-même et pour les autres. Certains entraient en transe pendant les tempêtes, se déshabillaient sous la pluie et criaient qu'ils étaient Poséidon. D'autres parlaient avec les morts, affirmant avoir vu d'anciens compagnons marcher sur le pont. Il y en avait qui croyaient que le navire était maudit et essayaient de l'incendier pour se libérer de la malédiction. Les officiers, incapables de contrôler ces crises, attachèrent souvent les hommes avec des cordes ou les enfermaient dans des compartiments sombres jusqu'à ce qu'ils meurent de froid. La compassion devenait faiblesse. En haute mer, la raison était un luxe aussi rare que l'eau potable. L'un des moments les plus redoutés par l'équipage était lorsqu'un homme disparaissait tout simplement. Parfois, à l'aube, quelqu'un remarquait qu'il manquait un marin. Pas de cris, pas de bagarre,
Pas de lettre d'adieu, juste la certitude que la mer avait réclamé une autre victime. On disait que certains préféraient se jeter dans l'océan en silence, embrassant la mort, plutôt que de continuer à affronter la lente dégradation de l'âme. Les compagnons restés en vie réagissaient à peine. Un regard vers l'horizon, une prière murmurée et retour au travail. Personne n'avait la force de pleurer. Personne ne voulait admettre qu'au fond, il enviait celui qui ne souffrait plus. L'esprit humain n'est pas fait pour flotter dans le néant aussi longtemps. Et c'est ce qu'était la navigation à l'ère des colonisations. Flotter dans le vide, suspendu entre la vie et la mort, entre l'espoir et la folie. Il n'était pas rare que, même après leur retour sur la terre ferme, de nombreux marins continuent de voir la mer dans leurs rêves, d'entendre des voix dans les vagues ou de sentir le sol bouger sous leurs pieds. Certains ne s'en remettaient jamais, vivant leurs jours comme des fantômes, incapables de renouer avec leur famille, regardant l'horizon comme si quelque chose les appelait encore depuis l'océan. Et peut-être était-ce vrai, car une partie d'eux restait toujours là-bas, où la raison se perd avec le vent et où l'esprit se noie à chaque vague. Si le scorbut ne vous tuait pas et si la folie ne vous poussait pas à la mer, il vous restait encore de nombreux autres ennemis. Les navires de l'époque étaient des pièges flottants, planches éclatées, cordages tendus comme des lames, canons mal ajustés qui explosaient. Un seul faux pas suffisait pour perdre un doigt, une main ou même une jambe. Il n'y avait pas de chirurgiens formés, seulement des barbiers improvisés qui coupaient avec des rasoirs rouillés, pendant que deux hommes maintenaient le blessé. Sans anesthésie, sans pitié, les cris de douleur s'entendaient dans tout le navire, suivis de l'odeur nauséabonde de la chair brûlée au fer chaud pour arrêter l'hémorragie. Les infections étaient inévitables. Une simple blessure pouvait enfler jusqu'à exploser de pus en quelques jours. Les marins souffraient de fièvre, de tremblements, de délire. Certains commençaient à pourrir vivants, la chair noircissant autour de la coupure jusqu'à se détacher. Ceux qui survivaient restaient mutilés, faibles, dépendants des autres. Mais il n'y avait pas de place pour les faibles en mer. La mort venait lentement, en silence, comme une brume qui se glissait entre les voiles. Pour beaucoup, c'était un repos. Pour d'autres, le véritable enfer commençait lorsqu'ils fermaient les yeux pour la dernière fois. Maintenant que vous le savez, auriez-vous osé monter sur l'un de ces navires ? Auriez-vous survécu à la traversée vers le nouveau monde ? Si cette vidéo vous a marqué, laissez un commentaire avec votre opinion et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles que l'histoire préfère taire. Car derrière chaque conquête, il y a une vérité qui fait mal. On se retrouve pour le prochain voyage.